Comment évaluer les compétences des étudiants en travaux pratiques? Les apprentissages sont de plus en plus pratiques, orientés métier. Cela suppose de nouvelles formes d'évaluation. Quelle serait la bonne façon de faire? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des causeries de la série Enseignement et Innovation de la collection Pédagogie de l'Université numérique de La Réunion en partenariat avec la Direction de l'innovation et de l'ingénierie pédagogique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Flandrin, ingénieure pédagogique au pôle pédagogie de la Faculté des sciences et techniques de Nantes Université. Bonjour Claire. Bonjour Didier, bonjour à tous. Effectivement, je travaille au pôle pédagogie de la Faculté des sciences. Donc, nous sommes 3 dans ce pôle, donc 2 ingénieurs pédagogiques, moi-même et une collègue, et un collègue qui est plutôt sur le numérique. Alors Claire, on parle beaucoup de l'approche par compétences, l'APC. Est-ce que vous pourriez rapidement nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors c'est une démarche qui est très en vogue en ce moment. Elle nous vient plutôt des pays, on va dire, francophones, Québec, Belgique, Suisse. C'est une approche qui est basée sur un cadre théorique développé par Tardif. Et c'est une démarche en fait qui permet, à partir qui se base sur un référentiel de compétences et qui permet d'organiser les enseignements pour qu'on vise justement ces compétences, on vise le déploiement de ces compétences chez les étudiants. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'aller vers cette approche par compétences APC? Alors aujourd'hui, c'est vraiment intégré dans les directives du ministère et notamment, vous le verrez peut-être prochainement lors de votre prochaine auto-évaluation de votre offre de formation. Ce sont des éléments qui sont tout particulièrement évalués par l'HCERS. Donc l'HCERS va regarder si effectivement il y a des référentiels de compétences pour chaque formation et s'il y a des preuves que ces référentiels sont mis en œuvre. Alors ce qu'on entend par preuve, effectivement, c'est un référentiel, mais également des éléments liés à l'évaluation et à l'organisation des programmes. Voilà, donc c'est vraiment très important de commencer à s'y intéresser et de s'y mettre. Effectivement, si le ministère l'attend, je pense que tout le monde va s'y mettre. Alors, comment est-ce que votre équipe en est venue à accompagner des enseignants dans cette démarche ? Alors, il faut savoir qu'en 2014, on était un peu précurseur au niveau de l'enseignement supérieur en France, au niveau de la faculté des sciences et des techniques, puisqu'on a mis en place déjà l'approche programme. Donc, l'approche programme, on a plutôt travaillé au niveau de l'ingénierie de formation. On a commencé à écrire des référentiels de compétences pour chaque formation et on a essayé d'adapter en fait nos maquettes pour que les enseignements correspondent au référentiel, puissent permettre aux étudiants de développer les compétences de ces référentiels. Ça a été une première étape, mais on n'a pas travaillé sur l'évaluation, on n'a pas été plus loin en fait. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples de travail avec une équipe ? Oui, alors c'est un peu ce que je souhaitais aussi présenter, c'est mettre en lumière le travail de notre équipe de la licence de chimie qui a fait un travail vraiment conséquent sur l'approche par les compétences, même si au départ leur demande initiale n'était pas ça, parce qu'ils ont fait un travail effectivement en approche programme, ils ont écrit un premier référentiel de compétences et puis ils ont commencé à vouloir aussi travailler sur l'évaluation, mais c'était pas abouti. Ils ont commencé à produire des grilles critériées, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout du travail. Et en 2020, quand ils sont revenus vers le pôle pédagogie, ils nous ont dit on veut améliorer nos grilles critériées, on voudrait vraiment trouver un système d'évaluation des compétences et tout particulièrement les compétences liées aux travaux pratiques, mais on ne veut pas faire d'approche par les compétences, mais surtout pas de l'approche par les compétences. Répondez d'abord à notre besoin sur les grilles critériées. Alors, vous évoquez les grilles critériées, est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que c'est ? Oui, alors en fait, une grille critériée, c'est un tableau qui permet de mesurer la qualité de la production d'un étudiant. Alors on parle de production, ça peut être un écrit, ça peut être un geste, ça peut être un geste professionnel, mais ça peut être aussi un objet qui a été conçu dans le cadre d'un projet étudiant. Et on étudie donc la qualité de la production à travers des critères qu'on a
prédéfinis, qu'on a préétablis, et selon des niveaux de performance. Donc par exemple, ça peut être des niveaux de performance, ça peut être en cours d'acquisition, acquis, extrêmement bien acquis, etc. Voilà, on peut avoir différents niveaux. Et quand on fait le croisement entre ces critères et ces niveaux de performance, pour chaque case, en fait, on définit des descripteurs. Donc on écrit vraiment ce que l'étudiant devra produire pour être dans le niveau de performance. D'accord. Donc, les critères, les niveaux de performance et les descripteurs. Oui. Alors, en quoi est-ce que ces grilles critériées se distinguent des grilles d'évaluation ? En fait, on a beaucoup d'enseignants qui font des grilles d'évaluation, c'est-à-dire qui définissent effectivement des critères, éventuellement des niveaux de performance, mais qui ne vont pas jusqu'à écrire en fait ce qui est attendu réellement et ce qui correspond à chaque niveau de performance. Donc souvent, on a des problèmes de subjectivité, c'est-à-dire que si dans une équipe, il y a plusieurs enseignants qui utilisent cette grille d'évaluation, ils ne mettent pas forcément le critère le niveau de performance au même endroit. C'est-à-dire que pour certains, oui, si c'est quasiment fait correctement, on va mettre plutôt acquis. Et puis pour d'autres, non, c'est pas acquis. Donc le fait d'écrire tous ces éléments-là, tous ces descripteurs, ça va permettre aussi à l'équipe de s'accorder et d'être plus juste dans l'évaluation. D'accord. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour la conception de ces grilles par rapport à cette équipe qui finalement avait un objectif Oui. Alors, en fait, ils voulaient vraiment pas faire au départ de référentiel, donc on a commencé à travailler avec eux à partir du matériel qu'ils avaient déjà produit. Plusieurs enseignants avaient essayé de construire des grilles, donc on les a regardées, on les a étudiées, on les a confrontées. Nous, au niveau du pôle pédagogie, avec ma collègue, on leur a aussi amené des apports théoriques sur c'est quoi le concept de la grille critériée, comment elle se construit, quelles sont un peu les modalités pour les réaliser. Et à partir de tout ce travail-là, il y a des questions qui ont émergé chez les enseignants. Et tout particulièrement, un enseignant nous a dit « Ok, on a bien compris ce qu'il fallait faire, mais en fait, il faut qu'on écrive au moins une compétence et il faut qu'on détaille cette compétence. » Et c'est là que j'ai dit, c'est exactement ça. J'ai dit, vous voyez pourquoi je voulais vous amener au départ à construire un référentiel de compétences. Et là, ils nous ont dit, ok, bon, on imagine très rapidement ce que va être la compétence pour les travaux pratiques. Ça va être pratiquer une démarche expérimentale. Ok. On a écrit cette première compétence. On l'a affinée avec ce qu'on appelle des composantes essentielles, c'est-à-dire des éléments qualitatifs, puisqu'on ne pratique pas une démarche expérimentale n'importe comment, dans n'importe quel cadre. On respecte des règles de sécurité, on doit suivre des protocoles. Voilà. Donc, c'est des éléments qui vont permettre de définir le cadre de la compétence. Et puis, on a écrit aussi, pour chaque année de licence, première, deuxième, troisième année, les résultats d'apprentissage terminaux ou apprentissage critique, qui sont des apprentissages nécessaires, on va dire, à l'étudiant pour passer en année supérieure ou obtenir son diplôme de licence. Voilà, donc on a écrit déjà cette première compétence et puis rapidement, l'équipe m'a dit mais il y a une deuxième compétence, c'est l'analyse des données, puisqu'on demande aux étudiants aussi d'écrire des rapports de TP. Donc ils ont écrit tout de suite une deuxième compétence. Et puis voilà, et puis ils se sont pris au jeu. Voilà. Peu à peu, ils ont compris que ce dont ils avaient besoin, c'était de passer en APC. Voilà, exactement. Et au final, combien y a-t-il de compétences dans ce référentiel ? Alors, il y en a 4. Ils en ont écrit assez facilement une troisième, puisqu'en fait, ils voulaient aussi mettre en lumière tous les enseignements théoriques. Donc, ils ont écrit une troisième compétence sur pratiquer une démarche, une troisième compétence sur décrire la matière. Et puis, naturellement, il y en a une quatrième qui est venue, mais qui est un peu plus institutionnelle, puisqu'elle s'intitule « Se développer en tant qu'étudiant ». Et elle permet, en fait, d'agglomérer tous les enseignements dits transversaux, l'anglais, l'histoire des sciences, la méthodologie de travail universitaire, tous ces enseignements qui sont un petit peu qui sont non disciplinaires. D'accord. Et est-ce qu'il a été facile de définir les critères ? Alors,
assez facilement parce qu'en fait, ils ont repris le référentiel, les éléments du référentiel pour en faire des critères. Donc, on pourra projeter en fait une diapo qui va vous présenter en fait le référentiel de compétences et cette fameuse grille où on va retrouver tous les éléments du référentiel. Compétences, composantes essentielles, résultats d'apprentissage terminaux, et puis aussi des critères qui sont plus personnalisables selon le TP, puisque on pourra voir que il y a des TP qui se font sur paillasse, donc avec des manipulations, puis il y en a d'autres qui se font de manière plus informatique. Donc voilà, il y avait aussi cette possibilité d'adapter en fait au TP. Donc ça a été une étape importante, mais pas si complexe vu qu'on avait écrit et qu'ils ont décidé de reprendre les éléments du référentiel. D'accord. Alors la difficulté par contre, c'est que ça nécessite d'anticiper un petit peu tous les descripteurs qu'il y a derrière chacun des critères. Oui, et ça, c'est là où ça a été un peu plus fastidieux. Il a vraiment fallu écrire chaque élément. Ça a demandé un peu de travail. Par contre, c'est vrai que ça permet aussi de s'accorder sur ce qu'on attend. Et c'est vrai que là, il y a eu des discussions au sein de l'équipe. Et puis, ce support, il est intéressant aussi pour, on le voit, pour les nouveaux enseignants qui viennent et qui doivent s'approprier cette grille. D'accord. Alors, par rapport à cette approche compétence, le mot compétence pour moi fait écho aux fameuses fiches RNCP, donc le référentiel national des compétences professionnelles. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien ? Oui, tout à fait. Donc, on s'est aperçu, alors c'est vrai que dans le cadre de la méthodologie qu'on propose au niveau du pôle pédagogie, on n'a pas voulu partir des fiches RNCP parce que souvent, c'est pas le vocabulaire, ça correspond pas forcément à ce qu'ont envie de présenter les enseignants. Donc on a préféré les faire travailler d'abord sur un référentiel à partir de leur propre vision. Donc c'est eux qui ont choisi les mots. Et ensuite on a comparé à la fiche RNCP. Et on s'est rendu compte que chaque compétence correspondait à un bloc de la fiche RNCP. Et donc on l'a fait pour la licence de chimie, et puis moi sur d'autres accompagnements j'ai aussi remarqué que ça soit en licence ou en master, on a toujours cette concordance, même si les mots sont pas tout à fait les mêmes, on arrive globalement à retrouver chaque bloc de compétences. Et donc ça c'est affiché dans le document support qui présente le référentiel de compétences, on a le lien avec le bloc de la fiche RNCP. Donc on est complètement aligné. Fiche RNCP, référentiel de compétences et modalités d'évaluation. D'accord, mais les enseignants préfèrent ne pas partir de la fiche, mais plutôt partir de leurs compétences par rapport à la formation. Mais ça rejoint bien. Oui, c'est concordant. Bon, très bien. Alors, comment est-ce que, maintenant, si je reviens à cette grille critériée, est-ce qu'elle est utilisée par les enseignants pendant les TP ? Oui, alors elle est utilisée par l'équipe d'enseignants. Donc nous, l'unité d'enseignement en chimie compte à peu près, je crois, alors il y a 12 TP et on doit avoir une dizaine de groupes de TD. Donc ça fait quand même pas mal d'intervenants. Donc les enseignants utilisent une grille A3 parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Nous, on leur a proposé une tablette numérique. La modernité, mais en fait ils nous ont rapidement dit oui mais on n'a pas le droit sur les paillasses à cause des solvants, des produits qu'on utilise, donc ils sont restés sur un format papier simple, donc sous un format A3. Ils ont tous leurs binômes, ils ont un document avec tous leurs binômes et ils n'indiquent que ce qui est de l'ordre de l'exceptionnel, c'est-à-dire ce qui n'est pas maîtrisé, ce sur quoi il faut attirer l'attention des étudiants. Donc si c'est pas du tout acquis, si voilà il y a des problèmes sur la paillasse, de propreté, d'apprentissage, ils le notent. Et ils notent aussi à l'opposé ce qui est très bien. Voilà, pour encourager les étudiants et leur montrer aussi qu'il y a du positif. Voilà. Donc et à chaque TP, les enseignants font un retour à chaque binôme en disant attention, la dernière fois, ça on a noté qu'il y avait ces points-là à améliorer. Et comme ça, au fil de l'eau, les étudiants, à force d'avoir ce feedback, eh bien, on s'aperçoit qu'ils s'améliorent et qu'ils ancrent vraiment bien les apprentissages et ce qu'on attend d'eux.
Donc pour les enseignants, il y a un travail important à faire en amont, Oui, mais une fois que la grille elle est prête, oui, elle permet de oui, dérouler facilement oui, le suivi tout à fait. de l'apprentissage. Oui, Voilà. il y a un Ils gagnent travail. du temps, c'est quelque chose de Voilà. léger. C'est assez léger. Ils prennent souvent 5 minutes à la fin du TP pour finaliser leur grille. L'appropriation est un peu plus longue. C'est vrai qu'avec les enseignants, ils font un temps d'appropriation pour bien comprendre ce qui est attendu, lire les descripteurs, voir tous les éléments de la grille. À partir du moment où ils se sont appropriés, c'est assez rapide et autonome. Voilà. Donc ça vient aussi avec la pratique. D'accord. Alors, l'usage de ces grilles peut être raccroché à ce qu'on appelle les SAE, c'est bien Oui, ça? tout à fait. Cette unité d'enseignement qui regroupe nos 12 TP, j'ai oublié de le dire, on pourrait effectivement imaginer que c'est une SAE. Alors, ce qu'on entend par SAE, c'est un des piliers aussi de la PC, c'est une situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, c'est une situation authentique, donc dans laquelle on met l'étudiant proche d'une situation professionnelle. Donc là, c'est vrai qu'à travers ces 12 TP, ils vont être préparés au travail à la paillasse d'un technicien, par exemple, en chimie. Donc c'est vraiment, la SAE, elle est centrale dans la PC parce que c'est vraiment là où on va évaluer les compétences. D'accord, donc c'est vraiment de la mise en situation. Oui, oui. Alors, lorsqu'on passe en approche par compétences, on voit bien que finalement l'évaluation va se faire de façon différente, mais les scolarités après, ce qu'elles attendent toujours, c'est un résultat final sous la forme d'une note. Oui. Est-ce qu'on on a moyen de raccrocher Oui. un processus qui est différent avec quand même une sortie Oui. qui doit être quand même homogénéisée? Oui, oui. Donc sur cette grille, il y a une partie de la grille, des critères d'évaluation de la grille, qui vont être donc évalués qu'à la fin du processus, c'est-à-dire à la fin des 12 TP. Il y a une partie de la note qui sera consacrée à un certain nombre de critères. Et puis pour d'autres, c'est des critères qui vont être évalués sur, par exemple, les comptes rendus qui vont être notés. Donc il y aura une partie note concernant le compte rendu, et puis après ils ont mis en place un système de notation sur donc la totalité des 12 TP. Donc oui, on peut faire une concordance aussi entre grille critériée et puis avoir un référentiel classique de notation entre 0 et 20. C'est pas incompatible Non, et du tout coup à on peut fait. y passer peu à peu. D'accord. Ouais. Quelles sont les plus-values de l'usage d'une grille critériée dans le cadre d'une approche par compétences? C'est une question très intéressante puisque on s'est questionné par rapport à la mise en place l'équipe s'est questionnée par rapport à la mise en place de ces grilles critériées. Elle a fait une évaluation des enseignements par les étudiants et puis elle a aussi recueilli le point de vue des collègues enseignants. Donc du côté des étudiants, ils étaient très satisfaits de l'usage de cette grille parce que ça leur a permis de s'améliorer, d'avoir du feedback régulièrement, de s'approprier aussi le référentiel de compétences. Voilà. Et puis, ça leur a permis aussi de développer leur réflexivité et d'être de plus en plus motivés parce que c'est vrai qu'il y avait aussi des points forts qui ont été notés. Donc, ça engage aussi les étudiants à dire « Ah ben là, j'ai fait des efforts, ça a été reconnu, donc je vais continuer. » Donc, ça a un effet aussi positif sur la motivation. Et puis ce qui était très intéressant, c'est que certains enseignants n'avaient pas tout à fait mis en place la grille et les étudiants qui ont eu ces enseignants, en fait, au bout d'un moment, ont réclamé, dites donc, nos collègues, pourquoi ils ont eu la grille, c'est super intéressant, pourquoi nous, on n'utilise pas la grille dans les TP? Donc ça a aussi amené les enseignants à l'utiliser vraiment pour ces TP. Donc ça, c'était un effet inattendu. Et puis du côté des enseignants, quand on a recueilli leur point de vue, surtout pour les doctorants et les vacataires qui interviennent dans les TP, c'était très facile de savoir justement quels étaient les attendus qu'ils devaient observer et ça les a vraiment aidés à évaluer les TP parce que c'est pas toujours facile, évident pour eux. Et puis aussi globalement pour l'équipe d'enseignants, ça a permis de mettre les questions d'évaluation sur la table et de les partager. Alors pour les étudiants, on voit bien finalement l'intérêt que ça a en termes de professionnalisation finalement, au point qu'ils en deviennent prescripteurs de ce type de méthodologie. Pour l'équipe enseignante par contre, j'imagine que l'usage d'une grille ne va pas de soi, il faut comprendre un petit peu les différents attendus, ces fameux descripteurs. Est-ce qu'il y a
un genre de notice d'utilisation qui accompagne les Oui, grilles? oui, tout à fait. En fait, chaque descripteur a été décrit et a été écrit et décrit. Et en plus de ça, l'équipe pédagogique propose des réunions, enfin, avant le démarrage des TP, fait une réunion pour que justement tout le monde s'accorde et prenne en compte l'ensemble de la grille et se l'approprie. Donc ça permet aussi de discuter et voire de l'améliorer. D'accord. Est-ce qu'il est difficile de fédérer une équipe pédagogique pour l'amener à utiliser une grille, faire plus globalement de l'approche par compétences? Ouais. Oui, c'est pas un travail évident, mais c'est vrai que ça s'est fait assez facilement avec cette équipe qui est très réceptive. Il y a toujours, de toute façon, dans les équipes, il y a toujours des personnes qui sont dans le doute, ou voire que certaines qui sont réfractaires. Mais voyant que tous les effets que ça produit sur les étudiants et le fait que voilà, certains collègues l'utilisent avec aisance, petit à petit, ils s'y mettent. Et puis surtout aussi, ça a amené certains qui avaient construit des grilles assez complexes, ils avaient du mal eux-mêmes à la compléter, ou ça leur prenait trop de temps. Le fait d'avoir cet outil qui est vraiment opérationnel, ça les a convaincus. Donc globalement, on est très satisfait des résultats qui ont été obtenus. Alors, on a des enseignants qui peuvent être réfractaires un temps. Est-ce qu'il peut y avoir des étudiants réfractaires à la méthode? Alors au final, on en a eu, en tout cas, on n'a pas eu pas trop d'écho en fait. Dans les évaluations, globalement, on a plutôt des retours extrêmement positifs. Et puis les étudiants ont trouvé que c'était très motivant d'avoir justement de savoir là où ils devaient faire des efforts et que c'était important pour eux d'avoir ces éléments-là. Donc on a eu plutôt un retour très très favorable des étudiants. D'accord. Alors, dans le cadre de votre établissement, vous avez fait des expérimentations au niveau L1. Est-ce que ce type de grille peut également être utilisé au niveau L2 et L3? Ouais. Et dans ces cas-là, Oui, quel type oui. d'adaptation ça peut réclamer? Oui, tout à fait. En fait, au départ, c'est vrai que c'est plutôt au niveau L1 qu'elle a été déployée et mise en œuvre, mais le souhait de l'équipe pédagogique, c'était aussi que cette grille puisse être utilisée au niveau L2 et au niveau L3. Donc le référentiel, en fait, c'est pour ça qu'on a travaillé les trois niveaux. Les 3 années, et cette grille est complètement adaptable et ajustable selon la nature du TP. Donc oui, l'idée c'est aussi que les étudiants retrouvent cette grille en L2 et en L3, et comme ils se sont appropriés cette grille en L1, au niveau L2 ça va tout seul, quoi. D'accord. Alors, on voit cette possibilité de déclinaison à différents niveaux de formation. Est-ce qu'il y a aussi une adaptabilité aux différentes disciplines? Parce qu'effectivement, là, ça a été utilisé pour la chimie, donc on voit bien le côté très expérimentation, professionnalisation. Mais est-ce qu'on pourrait le décliner vraiment pour toutes les disciplines? Oui, c'est complètement envisageable, que ce soit en droit, en santé, en STAPS ou en langue. Je pense qu'on peut trouver, il faut peut-être faire un petit peu de benchmark, mais il y a toute une littérature autour des grilles critériées qui existent, et il existe de nombreuses grilles qui sont en faisant quelques recherches sur le web, et c'est tout à fait adaptable à n'importe quelle discipline. Après, ça nécessite effectivement un travail d'adaptation et un petit peu de travail pour que ça colle bien aux attentes de l'équipe pédagogique. Alors, j'ai envie de dire que de toute façon, on va tous devoir s'y mettre, puisque si j'ai bien compris, c'est un attendu ministériel. Oui. Est-ce que vous pourriez nous repréciser exactement, finalement, par rapport à ce dont on a parlé, les attendus, finalement? Oui. Alors, les attendus du ministère sont vraiment par rapport à l'approche par les compétences. La grille critériée n'est qu'un outil d'évaluation, mais c'est vrai que le ministère a mis en place vraiment depuis quelques années toute une stratégie autour des approches par compétences. Donc ce qui est demandé, c'est que chaque formation dispose d'un référentiel de compétences et
et met en place une maquette qui réponde à ce référentiel de compétences, donc bien aligner maquette et référentiel, que ce référentiel soit évidemment en accord avec la fiche RNCP, avec le cadre présenté dans la fiche RNCP, et qu'en plus, dans les modalités d'évaluation, qu'on tende bien vers une évaluation des compétences, et pas seulement des connaissances, chose qu'on a plus l'habitude de faire dans l'enseignement supérieur. Voilà. Donc, et les prochaines auto-évaluations vont tenir compte de ces éléments, comme d'autres, comme un certain nombre d'autres éléments. Donc, c'est vraiment intégré dans la stratégie du ministère et de l'HCERES. Bon, c'est dans l'air du temps. Tout à fait, oui. Ouais. Alors, quel conseil est-ce que vous donneriez à des équipes qui auraient envie de s'y lancer ? Ouais. Alors, que ce soit pour l'APC ou les grilles critériées, moi je ne peux conseiller à des équipes que de se faire accompagner par des collègues, ingénieurs pédagogiques, ingénieurs technopédagogiques, parce que ça permet aussi de faire un pas de côté, de s'ouvrir, de collecter aussi des informations, de se former. Donc c'est vraiment important de faire appel à des collaborateurs pédagogiques et puis d'y aller petit à petit, petit pas, de pas se dire il va falloir tout déconstruire et tout reconstruire. Non, on fait déjà beaucoup de choses. Enfin, chaque équipe a des pratiques intéressantes, donc il faut partir de l'existant et puis tendre vers une amélioration petit à petit. Est-ce que vous pensez qu'on peut y aller enseignant isolé, ou alors il faut vraiment essayer d'y aller en équipe ? Alors, l'idéal, c'est vraiment d'y aller en équipe, mais parfois, on a aussi des collègues enseignants qui n'ont pas ce consensus au sein de l'équipe et qui ont quand même envie de faire des choses dans leur enseignement. Donc, on les accompagne aussi. Et puis, peut-être simplement le fait aussi de voir que ça fonctionne, que les résultats sont intéressants, mais parfois, ça entraîne aussi des réflexions au sein de l'équipe. Et là, on arrive à avoir des collectifs qui s'embarquent. D'accord. Vous auriez de la littérature ou des pointeurs à nous recommander ? Oui, tout à fait. Alors donc au sein du pôle pédagogie, nous on s'est beaucoup inspiré sur la méthodologie de l'APC, tout ce qui a été développé par le Lab 7, donc qui a accompagné également les IUT au niveau national en France. Donc toute la méthodologie développée par Marianne Poumet et François Georges. Et puis au niveau des grilles critériées, il existe aussi pas mal de littérature, notamment des écrits de Denis Berthiaume. Et puis aussi des petites vidéos qui sont très intéressantes que j'ai présentées aux enseignants du Louvain Learning Lab, qui sont très courtes, en 5 minutes. On appréhende complètement ce que c'est qu'une grille critériée. Donc c'est très bien. Voilà. Très bien. Cet échange touche maintenant à sa fin. Un grand merci Claire Flandrin pour ces clés sur l'APC. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle causerie, toujours sur le thème de l'innovation dans l'enseignement.